Alors, la dernière fois, on avait entamé les profondeurs avec des courts-métrages à base de pizza, du voyage dans le temps, du brisage de quatrième mur et de noix. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous avez sauté la partie 1. Alors, allez voir la partie 1. Et si vous avez déjà vu la partie 1, retournez la voir, ça fait monter les stats, c'est bien. Aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément pour aller déterrer les secrets les plus enfouis de la série. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Et si vous n'êtes pas prêts, on y va quand même. Petit retour en 2001, soit un an avant la sortie du premier jeu. On en a déjà parlé la dernière fois, mais avant Ratchet, il y avait la fille au bâton. Un projet qui a eu un certain temps de développement avant de tout foutre à la poubelle pour recommencer de zéro avec un héros plus poilu. Sauf que derrière Insomniac, il y avait Sony qui avait déjà mis un billet pour un jeu avec la nouvelle Lara Croft. Donc il fallait les convaincre que finalement l'équipe allait partir sur un tout autre projet. Alors fort heureusement, Sony il a dit banco dès le départ, mais ils leur ont quand même demandé de faire des dioramas pour voir la tronche que ça allait avoir. Et donc ils ont fait un prototype appelé Jungle, qui est le tout premier environnement créé pour Ratchet & Clank, et qui deviendra la planète Pokitaru dans le jeu final. La station Joyway sur Pokitaru! Bien avant les trophées et les succès, il y avait les points de compétence, à savoir des actions spécifiques à faire dans le jeu pour obtenir des récompenses, et le premier Ratchet n'y a pas manqué. Ainsi, après avoir détruit un nombre incalculable de vaisseaux, bon en vrai juste 41, tuer une abomination à la clé et provoquer un quarkicide, vous allez pouvoir découvrir une récompense ultime, des magazines. Je dirais même plus, juste des couvertures de magazines. En l'occurrence, elles permettent de savoir ce qu'il est advenu des personnages après leur aventure. Et l'un d'entre eux est le Reader Digested, une évidente parodie du Reader Digest, dans lequel on apprend que Darla Gratch, la journaliste, est maintenant amoureuse de la Bible qu'il a mangée. Il y a même une affiche qui fait référence à un film Ratchet & Clank pour la blague. Blague qui a été beaucoup trop loin quand ils ont en effet fait un film Ratchet & Clank quelques années plus tard. Bon, il y a aussi un magazine qui semble indiquer que dans la galaxie de Solana, les habitants ont visiblement un truc avec les robots. Ici Darla Gratch en direct de Blackwater. Si vous avez joué à Ratchet & Clank, il y a de fortes chances pour que le personnage ressemble à ça. Mais au pays du soleil levant, il se trouve que le Lombax fait un cosplay de Martin Scorsese. La raison, elle est très simple. Service Marketing a découvert que les enfants préféraient Ratchet avec des gros sourcils. Les mystères du service marketing m'étonneront toujours. C'est l'équivalent du Kirby qui tire la tronche aux États-Unis. Notons que ceci est arrivé uniquement à partir du second opus et ils avaient pas totalement tort vu que la série est devenue l'une des séries occidentales ayant le plus gros succès au Japon. Donc voilà, pour les Japonais, il faut avoir 5 doigts et des gros sourcils. Et des armures de Super Sentai. Parce que oui, l'autre différence entre les deux versions, c'est que dans Gladiator, ils ont ajouté une séquence à chaque fois que Ratchet chope une nouvelle armure. S'il y a bien un élément dans Ratchet & Clank que les équipes soignent à chaque épisode, ce sont les armes. Que ce soit des lance-missiles, des boucliers, des filets magnétiques ou, mes petits chouchous, les rayons qui transforment des ennemis en animaux divers, on en a pour tous les goûts. Sauf que pour arriver à ce résultat, il y a parfois des armes qui doivent être abandonnées en cours de route, et c'est le cas pour les bottes de feu. Fire boots en anglais. Cette arme devait laisser une traînée de feu derrière Ratchet qui brûlait tout sur son passage et provoquait une explosion quand on réussissait à fermer un cercle. Et c'était une arme toute pourrie, donc ils l'ont supprimée. Et c'est tant mieux. La technologie l'emporte encore. Ah non, mais c'est une vraie question. Les Yetis, ce sont les ennemis de la planète Gremlin, qui s'écrivent avec les lettres Y-E-T-I, séparées par un point. Ce qui laisserait supposer que c'est un acronyme, ce qui est fort probable vu que ce sont des créatures créées en labo, et les laborantins de fiction adorent faire ce genre de choses. Mais vu qu'on n'a aucune information sur quoi que ce soit à leur sujet, on n'a pas la réponse. En revanche, si vous avez joué au jeu, vous avez sans doute le souvenir que ces ennemis sont une plaie à tuer. Eh bien, il y a en réalité une raison toute simple à ça. Le niveau a été fait en seulement 3 jours par un jeune programmeur, Tony Garcia. Ce qui fait que les ennemis ont été un peu mal dosés.
C'est un euphémisme. Tout ceci en a résulté en la création du Snow Beast Award, un prix qui est donné dans les studios Insomniac, récompensant la pire idée du jeu, remportée à la suite par un certain Karl pour les lance-missiles du 3e opus, et potentiellement Anthony Yu et Sean Whistler, respectivement pour Un ennemi de Gladiator et pour Percival Tachyon. Même si là, je vois pas trop ce qu'on lui reproche. Vous vous appelez Perceval? Helga, c'est l'entraîneuse personnelle de Quark, qui a une tendance à vous engueuler à chaque fois que vous réussissez le moindre exploit. Elle vous vend une récompense dans le premier opus, ce qui est injuste, et elle revient dans le 3e pour faire partie de la Force Quark en tant qu'entraîneuse, et pour vous donner le même gadget. Au moins, il est pas payant cette fois-ci. Bref, lors d'un briefing de mission, Quark va s'adresser à ses troupes, en séparant bien messieurs, mesdames et Helga, ce qu'elle va acquiescer. Ou alors, c'est juste parce que c'est un robot. De toute façon, on va reparler d'Helga. Écoutez-moi, espèce de bon à rien! Voilà, j'avais dit qu'on allait reparler d'Helga. Hal, de son côté, c'est le mécano qui nous vend un hélipack dans la première aventure du Lombax, et c'est à peu près son seul fait d'arme. Ce qui fait que sa présence dans la Force Quark m'échappe un peu. Pourquoi lui plutôt que son collègue? Ou que sa collègue qui a définitivement l'air d'une psychopathe robophile. Mais c'est peut-être un trait récurrent chez les constructeurs de robots, puisqu'encore une fois dans le 3e jeu, Hal avoue ses sentiments à Helga. Je vais finir par y voir un pattern, d'abord via l'intercom du vaisseau, et puis en direct dans des fichiers coupés du jeu, et dont je ne vais passer absolument aucun extrait, parce que je veux que cette chaîne reste tout public. On a déjà fait beaucoup trop de sous-entendus dans cet iceberg. Tant pis, la vie est injuste. C'était la saison des amours, je ne savais pas que c'était ta sœur. Ok, j'ai même pas envie d'en savoir plus. Oui, donc la suite de Focus 344. Il s'agit du prototype du 3e jeu, et donc du début du développement. Alors, le jeu est sensiblement le même, si ce n'est des cutscenes buggés, des personnages buggés, des assets venant du précédent jeu, tels que les caisses, des cutscenes très buggés, ça devient gênant là, des niveaux pas terminés, et des cutscenes vraiment très buggés. Ôtez-moi cette abomination de ma vue. Il y a également des changements au niveau de la structure, même si ça reste globalement la même. Par exemple, les boulons en titane pouvaient être des récompenses de mission, ce qui deviendra le cas dans les opus suivants, et qui ruine un peu le propos même de ces boulons. C'est aussi dans ce prototype que Skid McMarx nous propose de faire la course sur la planète Florana dont on avait parlé dans la partie 1. Je me suis dit que vous auriez besoin de moi. Vu qu'on reparle du 3e opus, on va refaire un tour du côté des vidéos fun, puisqu'il en restait un qui était prévu, mais qui n'a pas vu le jour. Baptisé On the Q-Team Floor, on en trouve la trace dans certains documents. Et il n'y a pratiquement rien d'autre à dire sur le sujet, puisqu'il n'a pas dépassé le statut d'idée. La ligne suivant son annonce nous précise qu'il a été annulé. Donc on ne sait pas de quoi il parlait, et vu qu'on était assez tôt dans le développement, même pas sûr que les 5 précédents racontaient la même chose que dans la version finale. En revanche, il est possible que ce niveau soit le prototype présent dans le musée, qui a été coupé car son level design n'était pas jugé assez fun par les développeurs. Même mes potes du fan club des Castor Quark ne connaissent pas ce numéro. On va continuer un peu dans les prototypes avec celui du premier, où le compteur de boulons, qui vous permet de savoir à quel point vous êtes loin du million, était à l'origine jaune. Voilà, parfois l'iceberg c'est des trucs de dingue, et parfois c'est juste une couleur qui change. Mais tu te moques de moi? On a fait le prototype du 1, on a fait le prototype du 3, on peut maintenant passer au deuxième. Pas beaucoup d'infos sur celui-là non plus, si ce n'est que certaines textures étaient remplacées par le texte Together, we can find someone else to blame, qui pourrait se traduire par ensemble, on peut trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Visiblement, c'était une private joke entre les développeurs, laissant sous-entendre que, s'ils se mettaient d'accord, ils trouveraient bien quelqu'un sur qui rejeter la faute. Et à mon avis, cette fois-là, c'est tombé sur Tony Garcia. C'est injuste. Dans une version plus ancienne de Going Commando, on peut trouver une mission qui n'a pas été intégrée au jeu final. Cette mission, appelée Purchase Souvenir Image, s'accompagnait du texte
Le stand vend ici une photo de ta tête sur le corps d'un gladiateur. Peut-être devrais-tu acheter un souvenir de ton voyage pendant ton séjour ici, suivi d'un bouton pour acheter le souvenir, au cas où le texte ne serait pas assez explicite. Cette mission devait se déclencher après notre premier combat contre Angela, mais je pense qu'à ce moment, l'ordre des planètes devait être différent, puisque si la mission n'existe plus, les événements se déroulent toujours sur Mactar la nébuleuse, sous forme d'une simple cinématique. Est-ce que l'arène devait arriver plus tard dans le jeu? Est-ce que Angela était impliquée sur Mactar? On ne le saura sans doute jamais, mais les développeurs ont dû se dire qu'une cinématique était beaucoup plus simple. Et ça ferait un beau souvenir pour Clank. Avant la sortie de Gladiator, Insomniac Games a édité une série de comics appelée Les Aventures de Capitaine Starfield, faisant office de préquel à l'un des héros du jeu, qui va avoir un destin pas plus joyeux que celui de Ace. Spoiler, le plus intriguant dans ces comics, c'est qu'il affronte la race extraterrestre des Crackmeat. Et c'est à ce moment très précis que je suis censé faire une référence au même de DiCaprio en mettant une fiche vers les Lombax, mais vu que je suis tout seul, on va pas faire ça. Cependant, ces Crackmeat et ceux de Tachyon, qui apparaîtront dans la série 2 ans plus tard, n'auront absolument rien à voir les uns avec les autres, mais il n'est pas impossible qu'Insomniac s'en soit inspiré pour la suite de leur jeu. Voici enfin le grand moment, la consécration du peuple Crackmeat. Alors, une petite dernière avant de sombrer dans les trucs vraiment les plus obscurs. Un spline. Ou une spline, je sais pas trop. Ça veut dire cannelure en français, donc je présume que c'est féminin. Bref, une spline, c'est le nom donné dans le code au chemin prédéfini d'un objet, comme par exemple les taxis qui vous ramènent au début du niveau. Voilà, c'était un petit bonus. Je suppose que tu as raison. Mais ce n'est pas ça qui m'arrêtera. Comme on l'a dit, Quark est un allié ou un adversaire selon l'heure de la journée. Et après avoir été vaincu 2 fois par Ratchet, il s'est replié dans la jungle de Florana pour y vivre avec les singes, et faire d'autres trucs avec les singes. C'est à proprement parler dégueulasse. Bref, lorsqu'on le retrouve, un combat se déclenche et nous force à affronter l'ancien et futur héros galactique. Mais dans un dialogue coupé du jeu, il lançait à Ratchet la phrase sanglante « Reviens et bats-toi comme un singe ». Vu son passé, je ne sais pas comment on doit prendre cette phrase. Vous vous trouvez en territoire sacré. Dans le second opus, une des planètes, Todano, commence par une visite guidée d'une usine Megacorp. Si on peut détruire les fusées présentes, l'une d'entre elles tuant même un ennemi au passage, il est relativement mal vu de tuer les touristes. Mais si jamais vous avez une pulsion meurtrière et que vous vous acharnez sur les familles, encore que, est-ce qu'on peut avoir une pulsion meurtrière envers des robots? Enfin, soit, si ça venait à se produire, le guide vous demandera gentiment d'arrêter avec la phrase « Please stop ». L'idée derrière cette phrase était à la base de faire venir une bande d'ennemis si le joueur continuait. Mais l'idée est encore une fois de tomber à l'eau. Sans doute parce que Mike Stout était trop occupé à faire son musée. Bonjour, je m'appelle Abercrombie Fiswidget. Je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle fabrique d'armes Megacorp. Dans une vieille démo du premier opus, récupérer un boulon en or provoquait chez Ratchet la même animation que lorsqu'il se faisait toucher. C'était sans doute là en attendant la version définitive, ou alors il a juste gagné en dextérité. Mais autant je suis habitué avec l'animation finale, autant l'imaginer rater sa prise aurait pu être amusant. Ce type vient de descendre dans mon estime. Dans la première partie, on a parlé rapidement de l'attrape-nigo. Pour rentrer un peu plus dans le détail, il s'agit d'un canon sonore qui ne provoque aucun dégât aux adversaires, mais qui aura pour effet de les attirer vers vous. Déjà, pourquoi vous voudriez faire ça? Alors, il y a bien le gant à mine qui se déclenche quand l'ennemi est à proximité, mais ça fait utiliser 2 armes à la place d'une seule. Et très franchement, les ennemis savent vous tirer dessus depuis ridiculement loin, que ça perd un peu tout intérêt. Donc l'attrape-nigo, il va vous servir que 3 fois dans tout le jeu. Une fois quand vous pouvez l'acheter pour tester le truc, une fois sur une planète un peu plus loin pour obtenir un point de compétence, et une fois pour choper ce foutu million. Mais si dans la version finale, les sons ressemblent à ça, ou à ça, dans la première version, c'était plus vite des phrases du style « Get over here » ou encore « T'es là, c'est son effet ». Et dis donc, tu me cherches là? Dans le code de Ratchet & Clank 2, on trouve une référence à Elite Ninja sans que ce soit utilisé n'importe où dans le jeu final.
Il n'y a même pas de ninja à proprement parler dans cet opus, et jusqu'à ce jour, on ignore à quoi ça correspond. Il y a bien des ninjas dans le 3e opus, donc on pourrait penser que cet ennemi était à la base prévu pour le second volet, sauf que non, les ninjas ils ont été imaginés spécialement pour Up Your Arsenal, avec des mouvements plus complexes pour casser avec la monotonie des ennemis classiques. L'autre raison, c'est qu'Insomniac aime foutre des ninjas dans leur 3e jeu, comme c'est le cas pour Spyro qui doit affronter des rhinocéros ninjas dans Year of the Dragon. Ce qui me fait penser que la main sera présente dans le 3e Spider-Man. Vous l'avez entendu ici en premier. En revanche, Going Commando possède 2 points de compétence qui portent le nom de clé ninja et qui pourraient faire penser soit à un ancien nom pour ces derniers, soit à un 3e défi du même genre. Même sous la douche, ils sont armés. On a déjà parlé du musée, on a déjà parlé du gant à l'heure qui permet de traverser les murs, mais qu'est-ce qui se passe si on traverse les murs du musée? Oui, dans l'extrait, c'est le gant à tourelle qui est utilisé, mais il fait la même chose. Eh bien, en passant à travers un mur bien spécifique, il est possible de tomber sur une salle étrange. Elle est composée de longs couloirs entièrement vides, si ce n'est ce jump pad qui ne mène absolument nulle part. Et on n'a aucune idée de pourquoi cette pièce existe. Peut-être qu'un jour on aura un musée des musées. Notez aussi que dans le second opus, on a également une zone à moitié cachée en faisant le tour du bâtiment à l'extérieur, où on peut trouver la photo de ce type, mais je sais pas qui c'est. Qui êtes-vous? Un peu plus tôt, on a parlé du prototype Jungle, mais ce n'était pas le seul. Et en plus, on vous a menti, c'était pas le premier non plus. Avant de nous montrer la station Jowai, les équipes d'Insomniac Games ont créé un niveau sur la planète Caldera, qui sera rebaptisé plus tard Kerwan, là où se situe la ville de Metropolis. Au départ, la ville semblait extrêmement vide et surtout très classique. Afin de la rendre plus vivante, le programmeur Marc Cerny a proposé de rajouter des voitures volantes et de la végétation, ce qui a été un grand sujet de discorde entre les programmeurs et les artistes qui eux s'inspiraient beaucoup plus du film éponyme de 1927. Mettez le cap sur Metropolis. On va encore parler de notre plombier. Dans Opération Destruction, on le retrouve sur Sargasso, où il nous offre totalement par hasard l'objet qui sera utile à notre duo de héros à la fin du jeu. Il est quand même trop fort ce plombier. S'il se trouve sur cette planète, c'est parce qu'il voudrait tester sa dernière invention, le fantastiquement révolutionnaire engin de transport intraplanétaire à grande vitesse. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais visiblement ça marche. La question à se poser, c'est surtout comment lui est venue l'idée d'un tel moyen de transport qui est pour le moins original. Oui, je crois que le mot c'est original. Et bien pour ça, on va devoir revenir à l'épisode 2, Going Commando, où on suit durant toute l'aventure des petites capsules suivant l'histoire de Quark depuis son arrestation baptisée l'envers du décor. Et dans le 3e épisode de cette série, on nous parle de l'évasion de Quark de sa cellule par un moyen... original du coup. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? L'un des défauts de la série Ratchet & Clank, c'est que certes, il y a des races de partout, mais fort peu ont des noms. Genre, Skid McMarx et le président de Novalis font très certainement partie de la même race, mais quelle est-elle? Aucune idée. Il en va de même pour le plombier, sans doute originaire de Batalia, et donc de la même race que le colonel. Mais on n'en sait pas plus sur leur race. Il y a cependant certaines espèces qui sont un peu plus élaborées. Certes, les Lombax évidemment, mais aussi les Blarks, les Krakmites, les Agoriens et la race des Valkyries de la planète Vapedia. C'est une race de robots qui semble au premier abord intégralement féminine. Sauf qu'à la base, il y avait aussi des hommes, mais ils se sont fait bannir car inaptes à suivre les ordres. On en connaît principalement 3, Karina, Cassiopeia et Libra. Mais si elles apparaissent pour la première fois dans A Crack in Time, ça fait en réalité très longtemps que cette race a été introduite dans l'univers. Bon, je vous laisse 10 secondes pour deviner de qui il s'agit. Oui, en effet, Helga, l'entraîneuse personnelle de Quark apparaissant dans le premier opus, est une Valkyrie de Vapedia. Ce qui veut dire qu'on est là face au second personnage qui a quitté Polaris pour Solana, l'autre étant évidemment Ratchet. Bien le bonjour. A Crack in Time nous permet également d'en savoir un peu plus sur le passé de nos deux héros. Le père de Ratchet s'appelle Cadon et celui de Clank, parce que oui, il a un père. Enfin, je présume que c'est plus une formule métaphorique pour parler du créateur. Bref, il s'appelle Orvus. Malheureusement, le petit robot ne le rencontrera jamais puisque ce dernier est mort suite aux tortures de Nefarius. Sauf que ce n'est visiblement pas le cas. En effet, tout ce que l'on voit de ça, ouvrez les guillemets, mort, fermez les guillemets, c'est un énorme flash blanc et aucun corps.
Eh bien, Orvus, il n'est pas mort, il est juste parti dans une autre dimension. Tout porterait d'ailleurs à croire que c'est celle des Oni, les petits êtres temporels. D'ailleurs, j'en profite pour dire, dans le second jeu, on doit récupérer des cristaux dans un désert là. Il y a de fortes chances pour que ces derniers viennent de la dimension Zoni également, vu qu'ils réparent les vaisseaux exactement de la même façon. Bonjour, alors, c'est parti? Ratchet est connu pour ses armes, ses nombreuses armes. On en a déjà parlé, mais il y a aussi le lanceur de bombes, le lance-flammes, la mitraillette, bazooka et j'en passe des pires et des meilleurs. L'arme la plus puissante dans chaque opus étant bien entendu le Telt, acronyme de t'éclater la tronche, une arme qui est plus ou moins puissante selon le jeu. Par exemple, dans A Crack in Time, ça détruit le boss final en 2 secondes, et dans le dernier opus, c'est une machine à easter egg. Mais si on est ici, ce n'est pas pour parler du Telt, mais d'une autre arme surpuissante, une arme oubliée, le Zodiac. Rien à voir avec les chevaliers. Cette arme est unique dans la série. Elle possède 4 munitions, coûte la modique somme d'1 500 000 et chaque munition coûte 10 000 boulons. Autant vous dire qu'il y a une raison pour que l'arme soit oubliée. Sa fonction, elle est très simple. Vous tirez et il n'y a plus un seul ennemi aux alentours. Mais on pourrait se demander d'où vient cette arme. Il y a pour ça un petit retour dans le temps en 1996 avec Disruptor. Disruptor, c'est le premier jeu d'Insomniac Games où on suit les aventures d'un certain Jack qui se balade de planète en planète en utilisant différentes armes. Et parmi ces armes, on en retrouve une qui s'appelle le Zodiac. Elle ne possède qu'une seule munition parce qu'elle se détruit d'elle-même après utilisation et est l'une des armes les plus puissantes du jeu en détruisant tous les ennemis alentour. Alors, je n'ai pas montré d'image de l'arme parce que vous vous doutez bien que le jeu n'est pas très connu, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos qui la montrent en action. Mais j'en ai quand même trouvé une. Alors, ne clignez pas des yeux, parce que ça va aller vite. On va continuer sur les armes et rebondir sur la création de celle-ci. Dans chaque galaxie, il y a une société qui gère les armes, qui gère à peu près tout d'ailleurs. Gadgetron à Solana, Megacorp à Bogon, même si Gadgetron s'y est trouvé aussi à une époque, et Grumelnet à Polaris. Cette société, elle est créée par Grumel One, dernier représentant de sa race qui n'a rien trouvé de mieux que de se cloner pour créer une armée de vendeurs et les armes qui vont avec. Sauf qu'en réalité, ils ne les ont pas toutes créées. On peut par exemple citer les Netherdisk qui ont été achetés à Vendraprog alors qu'elle était toujours en maternelle, la Dynamo Ravageuse par Polix Industries et le Lance-Tornade qui est à la base une technologie de Gadgetron, ce qui nous amène au gant à Cryomine, une arme pouvant geler ses adversaires et créée à la base par Cadon, le père de Ratchet. Il faut noter aussi que ce n'est pas la seule technologie venant des Lombax, car pour ce qui est des armures de combat, ils ont tantôt pris le design aux pirates de l'espace, aux Kershus, aux Crackmid et donc aux Lombax. Cadon et moi étions de bons amis. C'était un grand Lombax, futé comme pas un. Alors, je n'aurais pu faire que 8 parties, mais ce que je m'apprête à vous montrer est sans doute la chose la plus obscure de la série. Sérieusement, même moi j'ai du mal à définir ce que j'ai vu. Alors apprêtez-vous à ne plus jamais voir Ratchet & Clank de la même manière. En 2002, Insomniac Games distribue des CD contenant le press kit du premier jeu. Sur ce CD, on y retrouve un résumé de l'histoire, des fonds d'écran, des écrans de veille et un trailer. Jusque-là, tout va bien. Puis il y a ce jeu qui accompagne le CD, un jeu baptisé The Hood Couple, drôle de couple en français. On y retrouve Ratchet et Clank en train de regarder la télévision et on peut appuyer sur différents objets pour voir des petites interactions. Par exemple, cliquons sur les ciseaux. Alors, j'ai 1 milliard de questions, mais la seule qui me vient en tête, c'est pourquoi ? Pourquoi Ratchet coupe l'antenne de Clank ? Pourquoi ça lui fait perdre ses jambes robotiques ? Pourquoi il a un caleçon en dessous ? Pourquoi est-ce qu'il y a des rires de sitcom ? Il n'y a rien qui fait sens. Bon, le téléphone, on reçoit un coup de fil de Dark Vador. Pourquoi ? Est-ce que ça valait vraiment le coup de demander les droits à Lucas juste pour ça ? Le panier de fruits, une imitation de Niro. Le lecteur de cassette, je ne veux même pas savoir ce que je suis en train de regarder. Et enfin, le dressing.
Non, la vidéo a pas planté. Je voulais juste vous laisser une chance. Une chance de garder un esprit sain. Parce que ce que vous vous apprêtez à voir risque de vous traumatiser à vie. Donc je vous invite à répondre aux commentaires épinglés. C'est juste histoire de me dédouaner en cas de futur cauchemar. C'est fait? Bien. Le dressing. Better not let Ratchet see this one. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.